Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être présent aujourd'hui pour qu'on puisse présenter le projet qu'on a baptisé le Messager, parce qu'il est porteur de beaucoup de messages. Je laisserai l'équipe globale présenter les messages. Je suis ravie d'avoir à ma gauche Marion Picard, au cabinet de Madame la maire de Paris, donc conseillère en urbanisme et aménagement. Je vous présente mes excuses pour François Hoth qu'on attend, mais on a du mal à le joindre. Donc, chef de service adjoint à l'aménagement, ville de Paris, Franklin Azy à ma droite, architecte, et Florian Dupont, cofondateur de ZEFCO, donc, qui sont l'équipe de maîtrise d'œuvre. Je vais passer la parole à Marion pour nous donner un peu le chapeau, surtout l'ambition dans laquelle on travaille. Merci Fadia, bonjour à toutes et tous. D'abord, je voulais remercier le groupe SNCF et Espace Ferroviaire en particulier pour la qualité de notre travail commun et vraiment notre capacité sur les emprises ferroviaires d'Espace Ferroviaire à vraiment expérimenter la nouvelle manière de faire la ville telle qu'on la conçoit et telle que nous devons le faire. Voilà, je voulais rappeler quand même un petit peu le contexte dans lequel se situent ces opérations d'aménagement à Paris avec Espace Ferroviaire. Ça ne vous a pas échappé, la ville de Paris est quand même très très majoritairement bâtie. Les réflexions qu'on a engagées actuellement sur la révision du PLU bioclimatique et les études l'analyse que la PUR a pu nous livrer montre qu'en gros 90% du tissu bâti existant sera là en 2050. Donc autant vous dire qu'en vrai, à Paris, pour remporter les défis qui sont les nôtres, il faut agir sur le déjà là, sur l'existant. Ces défis, je les résumerai en deux axes. D'abord, évidemment, le défi climatique, la transition qui s'impose à nous pour adapter la ville au changement climatique, faire en sorte qu'elle soit plus réactive face à ces crises climatiques diverses et variées. Et puis un deuxième défi qui est le défi plus social et qui est majeur puisque on a encore l'impérieuse nécessité à Paris de construire notamment du logement pour répondre aux besoins de toute la population, aux besoins des classes moyennes, aux besoins des plus défavorisés. Et Paris doit répondre à un objectif de création de logements de 4500 unités par an. Donc le rythme de production de logements doit se poursuivre, la diversification et l'effort de diversification doit se poursuivre. Et bien évidemment, on essaiera de remporter ce double défi sur le déjà là. Il faudra que notre PLU bioclimatique crée les conditions de cette transformation urbaine et de cette poursuite de production urbaine, mais on a bien conscience qu'on devra aussi continuer autant que faire se peut à aménager des nouveaux quartiers. Et c'est là que le partenariat avec la SNCF est précieux parce que le foncier dont dispose la SNCF, grâce notamment aux restructurations, aux réorganisations de l'exploitation ferroviaire qui libère du foncier, ce foncier-là constitue pour la ville un gisement, enfin le principal presque gisement foncier qui permet de poursuivre nos efforts de production, de maintenir le rythme de production qui s'impose à nous pour réussir à la fois cette transformation environnementale et puis cette impérieuse nécessité sociale et humaine de répondre aux besoins des Parisiennes, des Parisiens et de tous ceux qui font la ville. Du coup, ces gisements, ces quelques gisements fonciers qui restent, évidemment, il ne s'agit pas de rater leur production, entre guillemets. C'est des secteurs sur lesquels l'exemplarité s'impose à nous tous. D'où l'importance du partenariat que l'on tisse avec le groupe SNCF dans sa globalité.
Cette exemplarité dans l'aménagement de ces quartiers, et notamment du secteur des messageries, elle est triple. Elle s'impose évidemment en matière environnementale. Il s'agit là de construire des quartiers les plus qualitatifs sur le plan environnemental. Elle s'impose sur le plan programmatique. Il y a un enjeu évidemment de mixité programmatique, de mixité sociale. Cette mixité, elle doit se lire à toutes les échelles du projet. Et c'est un travail de maturation qui se fait dans notre partenariat avec la SNCF pour définir le bon équilibre, habitat, équipement, services, emploi. Elle se fait aussi à l'échelle de l'îlot et même à l'échelle de l'immeuble. Il y a tout un travail, et je laisserai les architectes le présenter, mais en gros, à Paris, notre grille de lecture de la mixité, c'est vraiment de la ville, du quartier, jusqu'à l'îlot, jusqu'à l'immeuble. C'est vraiment la mixité partout et à toutes les échelles. Et donc, ce travail-là, il doit se faire vraiment dans la finesse. Et puis, le troisième enjeu d'exemplarité, c'est bien sûr le patrimoine. Ces derniers secteurs aménageables à Paris, c'est quand même des secteurs qu'on rend à la ville en réalité, parce que c'était des secteurs qui jusque-là étaient fermés, souvent refermés sur eux-mêmes, souvent très imperméables, parfois pollués, voilà, qui répondaient à des fonctions urbaines, mais qui pour autant n'étaient pas accessibles aux usagers, aux Parisiennes et aux Parisiens. Donc on est là dans une ambition majeure de rendre des espaces aux usagers, aux habitants, aux urbains. Et donc, c'est là où cette grille d'exemplarité est essentielle. Et la valeur patrimoniale de ces sites-là est aussi un enjeu majeur qu'on travaille assez finement avec la SNCF, et que la SNCF, d'ailleurs, est attachée à faire valoir. Et c'est comment réutiliser ce patrimoine, le transformer, prévoir son évolution, sa réversibilité. Et donc, c'est en cela que c'est vrai que les espaces que la SNCF rend à la ville, offre à la ville, sont assez déterminants dans l'atteinte de nos objectifs. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Je pense que j'ai fait le tour. Merci Marion. Donc, on est dans l'exercice de cette transformation, donc Espace Ferroviaire, qui est la structure d'aménagement de la SNCF, donc acquiert ces fonciers auprès des propriétaires pour les transformer effectivement en quartier. Là, on a devant nous le site, donc 6 hectares, artificialisé, quasiment en plateforme à plus 7 mètres de nivellement par rapport au quartier environnant. On est à 500 mètres de la gare de Lyon. Donc ce site complètement artificialisé, demain, son avenir, c'est de devenir un quartier bas carbone, reconnecté à son environnement, végétalisé quasiment à 50% de son emprise entre espace public et espace privé, offrant un parc d'1 hectare au cœur du quartier, transformant par la réhabilitation du patrimoine, le bâtiment que vous voyez en T, qu'on conserve, pour le transformer en pôle de services de quartier sur lequel on travaille en programmation, mais aussi intégrant certaines fonctions comment dire, liées à la gare, hein, qui est le centre d'avitaillement, un espace de logistique urbaine aussi dans le quartier, dans l'immeuble qu'on va présenter tout à l'heure. Donc voilà, il se veut servant aussi en matière de logement, on en parlait, 600 logements environ, du bureau, l'opération qu'on va vous présenter, sur lesquelles on est promoteur aussi, et puis des commerces de proximité. Donc merci et bonjour à François. Donc notre ambition en tant que maître d'ouvrage aménageur, c'est que on travaille cette désartificialisation pour inverser le sort et transformer tous ces problèmes spécifiques au site donc l'enclavement dont je parlais, les ruptures altimétriques, créer des connexions, et surtout la liaison est-ouest avec le secteur de Ménil, avec la gare, l'îlot de chaleur, le transformer en îlot de fraîcheur avec la création des espaces verts,
les contraintes acoustiques, donc on est vraiment en limite des voies ferroviaires avec tout le flux des trains, donc comment on pose les programmes tertiaires pour venir contribuer à cet écran phonique et créer rendre un espace plus paisible, habitable au cœur du quartier, et la qualité de l'air. Et là, on voit aussi dans le cadre de la construction comment on a pu aborder ces questions. Donc, conception aussi bioclimatique qui dispose les bâtiments de façon à permettre, de façon frugale, je dirais, de faire demain des conceptions d'immeubles optimisés. Donc, notre maîtrise d'œuvre urbaine autour de l'agence Rogers et nous permet de faire ce travail depuis plusieurs années avec une déclinaison d'une ambition de quartier bas carbone que je viens un peu de dire un peu rapidement. Donc le tissu poreux, la qualité d'habitat, la perméabilisation maximale du sol, la biodiversité, on a quasiment 350 arbres qui sont plantés sur ce projet en plusieurs phases, mais surtout un quartier bas carbone. Et c'est une de nos ambitions principales dans toute la fabrique de nos projets, particulièrement à Paris où on a commencé à quasiment le laboratoire d'exercice, parce que on apprend en marchant, en exerçant, en s'entourant d'experts comme ceux qui sont à ma droite, mais aussi des experts et des partenaires comme le CSTB, l'IFPEB, la plateforme de booster de réemploi, donc dans une dynamique de priorités qu'on s'est fixées, donc les constructions avec des matériaux biosourcés bas carbone, le réemploi, l'économie circulaire et la stratégie énergétique de quartier. Donc aujourd'hui, le projet préfigure une place très généreuse de production en bois. Il y a une boucle de chaleur de quartier qui nous permet d'atteindre quasiment 50% de réduction de réseau en énergie verte. Et puis, en se raccordant aussi au réseau de chaleur, le déploiement des panneaux solaires sur les bâtiments, mais aussi travailler sur le soft, c'est-à-dire sur les usages qu'on préfigure en poussant la mobilité douce. Donc, il n'y a pas de stationnement dans le projet urbain, je parle, qui s'étend sur 10 hectares. Donc, on travaille sur le développement de ces mobilités douces, projet immeuble par immeuble au service du quartier. La place du sport aussi, la place de la réappropriation par cette activation des espaces publics et des rez-de-chaussée par des programmes inclusifs et puis des marchés locaux, des circuits locaux qu'on va pouvoir développer probablement dans la halle. Donc, conception à visée environnementale et d'excellence environnementale, mais aussi préfiguration d'usage qui permet d'aller au bout de l'exercice, parce que notre but, c'est de réussir cette promesse de quartier à moins de 30% d'émissions CO2 à terme. Et on a voulu aller un peu plus loin dans une démarche volontaire. Voilà, on a tous été impactés par la crise sanitaire et on a voulu qu'on puisse aborder le sujet aussi sous l'angle santé. Donc, on s'est entouré par une équipe pluridisciplinaire, aussi des experts. On travaille avec la ville de Paris et les habitants pour déployer aussi une démarche aussi plus enrichissante qui va avoir un impact sur la programmation de l'activité physique dans le quartier, l'accès à l'emploi pour tous, donc toutes les catégories, et les interactions sociales. Donc, c'est affine la programmation, ça rend encore plus un projet à utilité publique qui est au cœur de notre préoccupation. Alors aujourd'hui, on se voit pour parler du premier projet, ce qu'on appelle le Messager, donc un immeuble tertiaire que notre équipe de maîtrise d'œuvre présentera. Je dirais, on a fait une consultation de maîtrise d'œuvre avec un jury associant la ville de Paris et les experts pour choisir le meilleur projet. L'équipe Aziz Efco s'est démarquée par l'intelligence de l'approche avec trois attentes qu'on avait. Bien sûr, l'excellence environnementale, mais on va pouvoir présenter les réponses qui ont été apportées. Une insertion aimable et polie, je dirais, par rapport à l'environnement, parce qu'on est dans un secteur aussi assez habité, et le rapport avec le patrimoine qu'on conserve. Et la troisième, un immeuble riche par sa
par son intelligence, sa réversibilité, parce qu'on vise un bâtiment qui soit réversible, donc qui soit durable dans sa qualité d'usage. Donc je passe la parole à Franklin pour nous faire cette présentation de ce très beau projet dont on est fier et qu'on espère le développer très vite. Merci. Merci Fadia. Juste en introduction, bonjour à tous. C'est vrai qu'on parle d'exemplarité. Majoritairement, la ville comme latine européenne, dans les prochaines années, va être sur une reconstruction sur elle-même. Donc quand on part du principe qu'on va construire des bâtiments neufs, cette exemplarité, elle est d'autant plus importante. Elle est importante, évidemment, d'un point de vue environnemental, mais elle est importante en termes de temporalité. Et en fait, on se rend compte, nous, à l'agence, de plus en plus, qu'on se met à réhabiliter des bâtiments des années 2000, 2010, 2015. Et c'est aujourd'hui, finalement, un échec de l'architecture, c'est qu'elle ne sait pas passer le temps. Elle ne sait pas passer les décennies dans une programmation, dans une réversibilité, dans une innovation qui ferait qu'elle passerait les siècles. Et je pense que c'est le plus grand geste environnemental, c'est d'essayer de concevoir, à mon avis, un bâtiment qui va passer le temps. Donc le projet qu'on a développé avec les équipes de la SNCF, c'est un projet qui est de 10 000 m², neuf, un projet dans lequel on a vraiment travaillé une structure hybride. Alors quand on parle d'hybride, c'est que en fait, chaque matériau doit être au bon endroit dans le bâtiment pour pouvoir avoir ce geste environnemental juste, le plus juste possible. C'est donc un bâtiment qui a été conçu comme un bâtiment de bureau, mais avec la possibilité de le rendre entièrement réversible en logement. Ce qui devrait être parmi les standards aujourd'hui dans la construction, c'est de pouvoir rendre réversibles les bâtiments, puisqu'on sait bien que dans l'histoire des modifications des bâtiments, c'est souvent très changeant. Et c'est ça qui fait aussi la pérennité des bâtiments, c'est qu'ils puissent changer de fonction, changer de programmation, sans être obligés de les démolir, de les déposer ou de trop agir dessus pour pouvoir les modifier. Donc ce projet 10 000 m² de bureau, dans lequel on va retrouver 500 m² de commerce et 500 m² pour une aire logistique en infrastructure. C'est un bâtiment qui n'a pas de parking. Alors on sait aussi que souvent les parkings sont assez énergivores en termes de consommation de matériaux. Donc on a eu ce parti d'intégrer un programme en infrastructure, mais de ne pas avoir de parking dans le projet. Alors ce que vous voyez là sur la diapositive, c'est une vue depuis le futur parc, qui va comprendre une façade qui est ordonnancée avec des matériaux différents. Le socle étant en pierre massive, qui va permettre de porter toutes les façades. L'ensemble des menuiseries est en bois et le squelette est lui-même en bois. Pourquoi le squelette? Et je parle de squelette, c'est qu'il y a eu une époque dans laquelle on faisait un peu de ce qu'on appelle de marketing environnemental, c'est qu'il fallait que les matériaux se voient, qu'on comprenne que c'est de l'environnement qu'on était en train de faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a passé ce cap-là, et heureusement. Donc on sait utiliser les bons matériaux au bon endroit, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Oui, je me dépêche. Et donc ce bâtiment-là va en même temps faire un clin d'œil avec l'architecture dite patrimoniale, puisqu'on se réfère à ce que pouvaient être appelés des hôtels industriels fin 19e. Donc c'est des bâtiments qui sont très pérennes, très solides, encore une fois, et dans lesquels les ouvertures, la lumière est prégnante dans le projet et vient irriguer l'ensemble des plateaux. Cette façade, elle est très simple. Elle est encore une fois constituée de façades qu'on appellerait fusibles. Fusibles parce qu'on sait que l'évolution des bâtiments, souvent, les améliorations se trouveront forcément dans les enveloppes dans le futur. C'est-à-dire qu'on va réussir à faire des nouvelles isolations, on va réussir à avoir des performances de vitrage qui seront plus fortes. Donc on se devait d'avoir une partie du projet qui puisse être changeant dans le temps, si on doit faire une réhabilitation lourde dans 20 ans, dans 30 ans. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne réfléchit pas forcément au bâtiment qu'on va livrer dans 3 ans ou dans 2 ans, mais au bâtiment qu'un jour un confrère aura à réhabiliter et comment il pourra le réhabiliter avec peu de moyens et peu de gestes sur le bâtiment. Donc c'était tout un projet aussi très intéressant sur les altimétries, puisque comme vous le savez, entre le parc et le tissu et la ville, il y a une différence altimétrique assez grande. Donc on a fabriqué un socle qui est un socle de très grande hauteur. Alors la hauteur, ce n'est pas une volonté que architecturale, mais on sait que c'est aussi un ingrédient de flexibilité pour des commerces, pour l'animation à rez-de-chaussée des bâtiments. Donc on a souhaité que ces hauteurs soient suffisamment grandes.
Et à l'intérieur, on a tout un système de patio, encore une fois dans la volonté de pouvoir entièrement fabriquer un îlot qui prenne en compte le débit de fuite de la parcelle et permette ainsi de fabriquer un îlot de fraîcheur au centre du bâtiment, tout en participant, au même titre que le parc, on le disait tout à l'heure. Le parc, d'un point de vue urbain, joue un rôle environnemental, mais chaque bâtiment doit être maillé dans cette même résonance environnementale pour pouvoir avoir ce bilan global positif. Est-ce que je te passe la parole sur la partie... Je pense que vous l'avez compris, pour nous, ce projet, c'est un peu un projet de bureau dans un monde en transition, donc je ne vais pas revenir sur les éléments, même s'ils sont un peu fondamentaux, de réversibilité et de mixité qui ont déjà été beaucoup évoqués. Franklin a déjà parlé un petit peu de la matérialité, je pense que c'est important, parce qu'on a donné une place importante au bois, à la pierre, même si évidemment, comme tu l'as dit, il y a forcément un peu de béton. Et donc, ce bâtiment-là, il est intéressant pour nous aussi à ce titre-là. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est vraiment très poussé sur ces matériaux-là. Pour ceux à qui ça parle, il y a 60 kg de matériaux biosourcés par mètre carré SDP, ce qui est bien au-delà du label biosourcé niveau 3. Et donc, vous vous dites peut-être que c'est un bâtiment qui pourrait être C2. Et en fait, il ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que c'est un bâtiment qui a aussi un rôle urbain. C'est ce qu'on voit sur l'image de gauche. En fait, il fait cette politesse aux voisins et que du coup, c'est un bâtiment qui a un fort développé de façade parce qu'il a ce rôle urbain aussi d'articulateur. Et donc, on voit ces qualités-là qui commencent à être des questions qui sont en cours dans ce monde en transition. Comment on mesure la qualité environnementale, comment on mesure l'impact carbone. Et du coup, on l'a fait aussi avec une lecture par rapport au nombre d'usagers. C'est-à-dire que comme c'est un bâtiment de bureau post-Covid, c'est aussi des densités d'usage très fortes. Parce que c'est l'idée que le bâtiment de bureau, il est pas seulement pour avoir un bureau individuel, il est plutôt un lieu de rencontre. Et donc, du coup, il a une fréquentation qui est particulièrement importante, donc des débits de ventilation qui sont particulièrement importants, donc des consommations énergétiques qui sont importantes. Et du coup, l'indicateur de consommation au mètre carré, il est moins pertinent que l'indicateur au nombre d'usagers. Et dernier aspect important pour nous dans cette dimension de bâtiment qui est dans ces moments charnières un petit peu d'évolution de la ville de Paris, c'est le rôle de la toiture. Vous verrez sur la toiture, on voit un peu sur les images, la place du photovoltaïque, la place de la végétalisation, la place des usages, où évidemment c'est un sujet de compétition et d'arbitrage qui se fait avec la ville et la maîtrise d'ouvrage et qui nous semble être des points importants pour fabriquer cette ville du futur. Merci beaucoup. Je vais passer peut-être un mot de conclusion à François. Oui, bonjour à toutes et tous. Excusez mon retard, mais voilà, je devais faire l'introduction, je ferai la conclusion rapidement. Voilà, en 2015, il y a à peu près 5-6 ans, donc on a initié cette opération qui fait partie des nombreuses opérations que l'on conduit avec l'espace ferroviaire aménagement sur les sites ferroviaires. Et en particulier, voilà, c'est cette opération qui est située sur un plateau, comme ça a été dit, certainement, un plateau ferroviaire. Les enjeux initiaux ont été fixés dans le cadre des modifications de PLU, des orientations d'aménagement, pour faire en sorte que cette site qui était distrait du domaine public ferroviaire soit relié au quartier du 12e arrondissement. Donc ça, c'est, je dirais, d'une façon un peu assez classique finalement, de dire que voilà, on rattache une pièce urbaine et on en fait un nouveau quartier. Et les enjeux étaient effectivement de faire des liaisons urbaines et de raccorder l'ensemble de la programmation au quartier du 12e arrondissement, qui est finalement un quartier au centre de Paris. Donc on a travaillé avec la SNEF, l'Espace ferroviaire aménagement, pour définir un programme équilibré. Donc la préoccupation, il y a peu de temps, qui est toujours la même aujourd'hui et qui est encore remis en avant dans le cadre du débat dont on a peut-être probablement parlé au début de cette réunion, du programme d'aménagement et de développement durable de la ville de Paris, c'est la mixité fonctionnelle et sociale. Donc à la fois conjuguer la programmation de logement, donc une grande part de logements sociaux, avec la logistique urbaine, qui est la logistique aussi ferroviaire. Et c'est un peu une particularité de ces espaces qui sont en frange du domaine ferroviaire, qui ne sont pas complètement sortis de l'environnement ferroviaire et qui sont aussi font partie intégrante des quartiers parisiens. Et donc de cette mixité sociale, donc on a tiré évidemment ce beau projet d'urbanisme bien orienté vers la voie ferrée et vers le sud-ouest, vers l'horizon, si je puis dire, pas très loin de la Seine après tout. Aujourd'hui, voilà, ce qui a été probablement dit aussi, c'est qu'on est en phase de changement de paradigme, comme
comme tous, toutes et tous, on est obligés d'être confrontés vis-à-vis de la biodiversité, du quartier éponge, donc ça a été évoqué. Et l'important pour nous, c'est de savoir aujourd'hui comment un programme comme celui-là, qui synthétise en fait toutes les ambitions vis-à-vis des différents plans, plan climat, plan biodiversité, résilience urbaine, ville du quart d'heure, enfin toutes ces injonctions qui sont fixées et ces ambitions qui sont fixées à ce type de programme, quelles sont les externalités positives de ce type de projet, qu'est-ce qu'il va apporter au quartier. C'est un petit peu la préoccupation du moment, parce que c'est un beau projet, une belle architecture, des conditions de réalisation qui sont aujourd'hui, je dirais, très, très actuelles et très performantes. Qu'est-ce que dans les usages, dans l'intégration dans le quartier, comment va-t-il s'intégrer, qu'est-ce qu'il va apporter au quartier? Voilà, ça c'est le challenge et on est pressé de voir comment le projet va vivre, sinon c'est les usages et les usagers de ces bâtiments et les habitants du quartier qui vont en profiter finalement. Merci François. En tout cas, c'est un peu la poursuite de notre travail commun. Donc effectivement, préparer ce bâtiment à ses futurs utilisateurs. Donc là, aujourd'hui, on dépose le permis dans quelques jours et on va lancer la commercialisation utilisateurs-investisseurs. Donc s'il y a des équipes ou des personnes intéressées, n'hésitez pas à nous contacter. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous adresser la possibilité d'exprimer des questions, sauf si Madame nous autorise 2 minutes de plus. Non, elle ne nous autorise pas. Donc écoutez, on est avec mes équipes qui sont devant et avec l'équipe de maîtrise d'œuvre à votre disposition à la sortie si vous souhaitez vous poser des questions. Merci de votre écoute.